qui sont là-bas assis à table, donc Pascal Fadotier et Didier Suchet, ont travaillé sur ce problème et je crois qu'ils doivent élargir leurs recherches sur Saint-Péréol. Et ça, dans un avenir plus lointain. Donc effectivement, ce village est tout à fait intéressant. Il domine donc la vallée part en direction de Tône, elle est sérieuse. Et le titre qui est là, donc Hameau de Nambelay et Seigneurie de Montségur, Histoire et Géologie, c'est tout un programme, donc je leur laisse la parole. Bonjour à tous, nous sommes heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde, c'est un bon plaisir pour nous, on ne s'attendait pas autant de monde. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, donc c'est très sympathique d'être venu. Il y a beaucoup de gens ici qui connaissent Nambelay, mais je vais quand même situer un peu pour ceux éventuellement qui seraient venus pour découvrir. Donc le hameau de Nambelay, c'est la zone qui est entourée en rouge au-dessus de Saint-Péréol. Donc ça domine Saint-Péréol. Et on peut voir, peut-être que vous ne le verrez pas, mais sur la carte géographique, c'est marqué château de Montségur. On verra que nous, on l'a appelé autrement, il y a plusieurs noms. On va commencer par une partie géologie, pour voir un peu les particularités géologiques de Nambelay. Alors, l'unité Nambelay a une géologie particulière. Elle fait partie du crypte de Fulin, qui est composé de deux paquets allochtones. Donc les paquets, en fait, c'est des couches. Vous voyez les couches, on voit une couche violette. On voit une couche violette qui correspond à Fulin, c'est la montagne de Fulin. Et en dessous, une couche marquée ultra-helvétique qui correspond à Nambelay. Vous pouvez voir qu'il y a deux failles. Il y a la faille de l'Arcalote et la faille du Chardin. On voit, ces failles, on voit qu'il y a des différences de couches. Il y a eu des glissements du terrain et on est encadré par ces deux failles. Donc la faille de l'Arcalote correspond aux Essérieux et à Serravalle. Alors ces couches sont particulières parce qu'elles sont dites allochtones, c'est-à-dire que c'est des couches qui sont venues de très loin. La première, celle qui est en haut, elle s'appelle, on dit qu'elle est du brillant sommet, et l'autre ultra-helvétique, donc on entend le mot suisse. Alors pourquoi ces couches viennent de plus loin? C'est qu'en fait, quand les Alpes se sont élevées, ça s'est fait en plusieurs phases. Donc vous avez d'abord les Alpes internes qui correspondent à l'Italie, donc tous les monts alpins qui se sont élevés en Italie, ils se sont élevés à peu près il y a 9 millions d'années. Et à ce moment-là, vous avez des couches, donc les couches qu'on appelle Briançonnaise et ultra-helvétiques. Quand ces montagnes se sont élevées, les couches qui étaient au-dessus de ces montagnes ont glissé. Ils sont venus recouvrir d'autres couches qui étaient plus bas. Et il y a 3 millions d'années, le Mont Blanc s'est élevé à son tour, et de nouvelles couches sont venues recouvrir le terrain, sauf ici à Nambelay, où il reste un îlot de couches plus anciennes. Donc vous avez les couches qu'on voit en violet et qui sont marquées ultra-helvétiques, qui sont plus anciennes que les couches qui sont en dessous. C'est ces glissements de différents strates qui font la particularité du secteur. On peut le voir d'ailleurs quand on voit la photo du Nambelay, vous voyez ces strates qui sont verticales, et c'est particulier, on voit qu'il y a eu des contraintes assez fortes au moment de la création de ces montagnes. Alors, Nambelay est connu comme itinéraire de randonnée. Là, c'est le plan qui est fourni quand on est au niveau du pylône téléphonique. C'est le parking qui permet le départ des randonnées. Et là, c'est le plan qui est affiché.
Et on voit toutes les randonnées qui sont proposées autour de Nambelay. Alors, Nambelay, en fait, est réparti sur deux communes, à la fois sur Saint-Ferréol, la partie qu'on appelle Nambelay, et d'autres petits hameaux qui sont la côte de Marlan et le Sablon, qui sont eux côté Marlan. En bordure du plateau, ces deux villages d'ailleurs portaient anciennement, on retrouve la trace de ces villages avec des noms contenant Nambelay. C'est-à-dire que le Sablon, par exemple, s'appelait le Nambelay de Marlan, et à un moment, la côte de Marlan s'appelait Costa des Nambelay. Donc on voit qu'il y avait quand même une unité, que tout ce plateau s'appelait Nambelay à un moment donné, il y a très très longtemps. Alors, c'est un petit hameau paisible pour ceux qui connaissent. Il y a quelques maisons, il reste quelques maisons, une petite chapelle, un hameau en apparence sans histoire, et pourtant il a un passé très, très ancien. On voit la petite statuette de Marie qui date de 1670, donc elle date de la fondation de la chapelle, et c'est un des témoins de l'histoire du Nambelay. Elle est classée monument historique. Elle sort que les jours de procession ou les jours où la chapelle est ouverte. On la range de temps en temps, le reste du temps à l'abri. Et elle est vraiment très très belle, toute petite, mais très très belle. La commune de Saint-Ferréol est au croisement des routes qui vont de Faverges à Ugine et de la route qui va de Faverges à Thônes, le long de la rivière La Chaise. Ce petit hameau est à l'écart, niché à une altitude de 1032 mètres, sur un petit plateau entouré de verdure qui domine le cours de la rivière. C'est un site d'élevage un peu isolé en altitude, avec une petite zone de prairie. Sur ce plateau qui est entouré de forêts, il y a plusieurs sources qui alimentent. Et les gens avaient besoin, les hameaux avaient besoin de réservoirs pour conserver cette eau, parce qu'on ne pouvait pas avoir de l'eau toute l'année en permanence, il fallait la conserver. Et les gens y vivaient toute l'année. C'était pas un village d'alpage, c'était vraiment un village où les gens vivaient. Et il y a donc le hameau lui-même qui est autour de la chapelle, mais vous avez aussi plein de fermes qui parsèment le plateau et qui ne sont peu visibles. Il n'y a plus que des ruines. On a l'impression qu'elles n'ont jamais existé, mais en fait, si vous parcourez le plateau, il y a plein d'endroits où vous avez des ruines d'anciennes maisons sur tout le parcours. C'était beaucoup plus habité que de nos jours, et c'était aussi sûrement beaucoup moins boisé que de nos jours. L'été, les vaches montaient à l'alpage du Mont-Charvin, les jardins et les vergers permettaient des compléments, et les terres étaient généreuses. On nous a raconté que les carottes locales, les passenailles en patois, étaient réputées pour leur grosseur. Le nom Nambelay du hameau évoque un ruisseau. Le nom, ça évoque un ruisseau, avec un suffixe belay, probablement beau. Donc le mot latin, Nantus Deus, était utilisé au XVe siècle. Le mot nan viendrait du celtique nantos, qui peut aussi signifier à l'origine une vallée. Ce qui pourrait plutôt se traduire par le beau vallon. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de gros ruisseaux en permanence. Il n'y a que l'hiver où il y a quelques ruisseaux, mais le reste du temps, on ne les voit pas. Les autres formes connues du nom, c'est Nantibel au XVe siècle. Nambelay avec un M, c'est la plus connue du XVIe au XIXe siècle. Et à diverses époques, on a aussi Montbelay, Montaigu, Montsûr, Montségur. C'est ces noms qui ont donné
ont été donnés au château. Au début du 19e siècle, le village atteint avec plus de 12 bâtiments et 77 habitants sa taille la plus importante. Sa population décroîtra rapidement après un incendie en 1870. Et au cours des siècles, les noms de famille étaient Barachin, Bardet, Gipin, Colomb, Vitry, Richard et bien d'autres. Il y a un plan qui était affiché sur la chapelle, comme je l'ai visité, et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire des recherches historiques sur le site. Ce plan date de 1689. Il montre le hameau de Nambelay et les hameaux qui l'entourent. On voit aussi en bas Saint-Péréol, on voit Vioux, on voit Faverges, on voit Marlan, on voit même Serraval. Il y a tous les hameaux qui sont représentés. C'est un plan vraiment très ancien qui nous transmet l'histoire de ce village, parce qu'il y a plein de détails sur ce plan, avec les noms, le nom des noms d'époque, avec les pierres particulières qu'on verra dans le cours de la conférence. Dans la revue Savoisienne, qui est sortie en 1904, et dans le bulletin de l'association salésienne en 1883, on nous explique d'où vient cette carte. Donc c'est un monsieur Richard Cartier à Faverges qui l'a apporté aux gens d'Annecy. Et c'est donc un plan exécuté en 1689 pour un procès. Ce procès concernait les dîmes de la cure Furnambelay. Et donc les chanoines d'Annecy faisaient ce procès aux prêtres de la paroisse de Marlan pour récupérer les dîmes qui leur devaient. En fait, ils ont perdu ce procès. Et par la suite, Monseigneur Claude Blanc de Marlan a fait une fondation de 2000 florins pour les pauvres. Et il est mort en 1693, donc 3 ans après le procès. Pour comprendre, pour essayer de se retrouver dans le plan, parce qu'on a mis beaucoup de temps à se retrouver, parce que c'était compliqué. Donc, en fait, il faut mettre le plan dans le sens vertical. Il faut le tourner de 90 degrés pour arriver à retrouver les repères. Donc on a ici le château, les ruines du château qui étaient donc encore visibles en 1689. On voyait encore les murs du château. On voit ici le village avec sa chapelle. On voit ici des noms, donc on parle des noms. On a mis beaucoup de temps à trouver où se trouvaient ces noms, à quoi ils correspondaient. Et en fait, ils marquent la frontière entre les deux paroisses. Et le trait jaune que vous voyez ici, c'est la séparation entre la commune des paroisses de Saint-Péréol et Marlan. Et donc, elle passe ici, il y a une zone où il y a des bornes, qu'on retrouve ici, et qu'on voit sur le plan, qui correspondent à ces bornes-là. Et après, elle suit en fait un nom qui descend vers les Essérieux. Et ce nom, on pense que c'est le nom principal qu'on voit ici. Et les autres petits noms qui sont marqués, qui descendent, en fait, quand vous prenez le chemin qui fait le tour par la forêt, et ben, vous avez plein de petits ruisseaux qui descendent. C'est d'ailleurs très boueux au printemps. Et ça correspond à ces noms qui sont figurés sur la carte. L'intégralité du procès nous est parvenue, ce qui est un témoignage unique sur la vie du hameau à cette époque. Tout est consultable aux archives de Haute-Savoie, et j'en ai une copie si des gens sont intéressés par ce procès. C'est en vieux français, donc il faut arriver à traduire et à lire. C'est pas toujours facile.
Mais il y a une trentaine de pages, c'est assez intéressant, sur plusieurs années, qui retrace tous les détails du projet. Les droits de dîme étaient réclamés à des paysans de Marlan qui cultivaient des champs situés en bordure de Nambelay. Une dîmerie est une circonscription de base de l'administration décimale, une étendue de territoire sujet aux droits de dîme. Celle-ci correspondait à une part prélevée sur les récoltes au bénéfice du clergé. Donc dîme, c'est 10%. 10% des récoltes étaient reversées au clergé. Et dans le cas qui intéressait le procès, en fait, les gens de Marlan payaient leur dîme à la paroisse de Marlan, et c'était la paroisse de Viou, au travers de Saint-Féréol, qui dépendait d'Annecy, qui leur réclamait une dîme. Et donc, ils ne voulaient pas la payer des deux côtés. Sur la carte de 1689, on peut voir un certain nombre d'anciennes propriétés, et au village, en dehors, éparpillés dans d'autres secteurs comme le Prévarin et d'autres noms. Sur la map simple de 1738, que vous voyez ici, donc c'est une carte de 1738 qui servait à relever justement pour payer les taxes. Il y avait tous les détails et les maisons sont en rouge. Là, c'est le hameau de Nambelay. Et ici, c'est une carte plus tardive du cadastre de 1907, qui est beaucoup plus détaillée, et on voit vraiment bien toutes les maisons, et aussi tous les hameaux qui ont disparu. Donc sur la carte de 1907, c'est beaucoup plus précis. On arrive ainsi à retrouver tous ces hameaux disparus, et on peut aller sur place voir les ruines de ces hameaux. C'était des fermes, en fait, des grandes fermes. Il y avait parfois jusqu'à 4-5 bâtiments dans ces hameaux dispersés. Ici, vous avez deux exemples. Vous avez le hameau de chez Coquet. Ici, c'est les ruines de cette ferme. C'était une grande ferme. Ici, c'est situé ici. Après, vous avez aussi les Guillons, les Frasses. Vous avez plein de petits hameaux comme ça. Et là, il y en a un autre qui s'appelle le Glacier, où il y avait 3 grands bâtiments. Le glacier, il est situé sous le roc de Nambelay, en contrebas. Son nom, il porte ce nom parce que c'est très froid dans cette zone-là. Et d'après ce qu'on nous a raconté, c'est Didier qui a récupéré ce témoignage, il servait en fait à stocker du foin l'été. Il stockait du foin à cet endroit-là et il retournait le chercher, même en plein hiver, pour nourrir leurs bêtes. C'était une ferme qui était au-dessus des bossons à qui il appartenait et qui allait les chercher. Donc vous avez plein de ruines comme ça tout le long du hameau. Ça peut être une idée de balade de retrouver certains de ces anciennes fermes. Alors, le village existe probablement depuis au moins le XIIIe siècle. On n'a pas de témoignage sur le village lui-même directement à cette période-là, mais on se doute qu'au moment de la fondation de la Maison Forte, il y avait déjà un hameau qui servait justement pour utiliser les terres, pour préparer les terres qu'il y avait autour de cette seigneurie. Le 9 janvier 1670, il y a eu la fondation de la chapelle. Là, on a des témoignages. Donc avant la carte qu'on a vue, 1670, c'est encore quelques dizaines d'années avant, il y a eu la fondation de cette chapelle qui a été construite par les habitants, c'est-à-dire c'est les habitants qui ont payé la chapelle. Et on a le détail de toutes les personnes qui ont participé à sa fondation. On a par exemple, donc elle s'appelait Notre-Dame de Grâce et de Consolation. Il y a Jean et Antoine Colomb, Jean-François et Amédée Vifry et François Richard, tous du village, qui ont payé et qui ont donné des terres pour fonder cette chapelle et pour lui donner
pour qu'elle puisse. Il y avait un revenu de 13 florins qui finançait les messes tous les 2 mois et le jour de la Saint-Jean. Là, on va faire un bond de quelques siècles pour suivre un peu l'épopée de la chapelle. 2 siècles après sa construction, donc en 1870, un incendie qui a ravagé une grande partie du village. Et toute la partie sud du village a brûlé. C'était le jour de l'Ascension, selon la tradition. La chapelle et 5 maisons sont détruites par un incendie. La Vierge qu'on a vue de la chapelle fut retrouvée intacte. Sous son voile, le voile était seulement taché. Ils y ont vu un présage à l'époque. Seule la toiture semble avoir brûlé, mais la Vierge a quand même résisté à cet incendie et c'est un témoignage des croyances aussi de cette époque. La chapelle a eu aussi d'autres problèmes. En 1942, donc on se rapproche de nous, dans le courant du mois de novembre, ont lieu des travaux à la chapelle pour restaurer le toit. Et donc il y a le pan côté sud du toit qui a été refait à neuf complètement, et le pan côté nord qui a été refait avec d'anciennes ardoises. Et malheureusement, un incendie en 1943, donc l'année d'après, s'est à nouveau déclenché, et il a brûlé la seule maison qui avait été reconstruite dans la partie sud. Vers minuit, un incendie, donc le 28 février, un incendie dont les causes sont restées inconnues, ravagea en quelques instants l'habitation de Madame Veuve Alice Dussolier, du hameau, et l'incendie s'étant propagé d'une manière extrêmement rapide et ayant brasé aussitôt toutes les parties de l'immeuble, seul le bétail a pu être sauvé, soit 3 vaches. Ça vous donne une idée des revenus de ces gens qui étaient assez pauvres. Tout le reste a été brûlé, même l'argent. Les gens accourus des villages voisins et du chef-lieu n'ont pu que préserver du sinistre les remises avoisinantes et la chapelle dont la bordure du toit a été calcinée. Donc elle a encore échappé à un incendie à ce moment-là. Et les travaux de rénovation ont repris, et notamment ils ont refait tout l'intérieur. Donc tout l'intérieur de la chapelle actuelle que vous voyez a été refait en 1943. Les travaux de restauration se sont poursuivis au cours de l'année 1943. Et dans la chapelle, vous pouvez voir, il y a un petit tableau ici. Ce tableau a été fait par une œuvre de Georges Hermann, de La Roche-sur-Foron. Et il représente Notre-Dame de la Paix. Il faut dire qu'on était en 1943 en pleine guerre. Donc, dédié la chapelle à Notre-Dame de la Paix, c'était le bon ton à cette époque-là. On espérait le renouveau. Monsieur Hermann est resté 3 semaines à Nambelay pour faire son œuvre. Il a fait toute la décoration intérieure, plus le tableau, et il logeait chez les familles du village qui lui offraient les repas midi et soir. Le musée de Lyon possède une autre œuvre de lui, qui est une peinture qui représente Notre-Dame des Vignes qui est au-dessus de la Balmette. Le 11 octobre a lieu la fête de la maternité de la Sainte Vierge et la paroisse est montée en procession à Nambelay pour fêter la restauration de la chapelle. La sécheresse persistant l'année suivante, un pèlerinage pour la pluie fut organisé le 22 août 1944. On avait déjà de la sécheresse à certaines périodes. On va voir un témoignage d'époque sur la vie au Nambelay. Dans la première moitié du XIXe siècle, vivaient au hameau de Nambelay 2 paysans. Pierre Collomb, originaire de ce hameau, et sa femme née Georgine Champeron, qui avait vu le jour au hameau de la Sophia, dans la commune de Serrazin. Le mari était colporteur. Il s'en allait chaque année parcourir la Champagne pendant de longs mois. Mais un jour, las de rester si longtemps éloigné de son mari,
Georgine vendit en cachette tout ce que possédait le ménage. Et en portant dans une marmite tout l'argent, elle avait ainsi pu réunir, elle quitta Nambelay et partit à pied pour la Champagne. Donc elle a fait Nambelay, la Champagne à pied avec son chaudron et son argent, afin de rejoindre son mari. Arrivée au terme de son long voyage, elle déclara à Pierre Colomb qu'elle ne voulait plus le quitter et qu'il fallait, pour développer son commerce, employer l'argent qu'elle apportait dans sa marmite. Ils se fixèrent à Reims et le panneau du colporteur fut remplacé par une voiture à cheval. Le colportage ainsi amplifié fut si prospère qu'ils purent bientôt ouvrir à Reims un magasin. Celui-ci eut ensuite des succursales et Pierre Colomb et sa femme amassèrent une fortune considérable. Leur fille, riche héritière, épousa M. Laplanche, propriétaire d'un magasin de nouveautés à Saint-Ménéhould, et c'est de ces deux commerçants, donc leur petit enfant des gens qui sont partis, ils ont eu cet enfant et il est né à Saint-Ménéhould en 1854. Il s'appelait Pierre-Albert Laplanche et il fut sculpteur. Après ses études à Reims et son mariage, Pierre-Albert se consacra à la peinture, à la sculpture et à la chasse. Ce sont les œuvres qu'on voit ici et c'est lui qu'on voit en photo, en train de réaliser une de ses sculptures. Et il habitait à Château-Thierry. Albert Laplanche a produit de très belles œuvres qui le classent parmi les meilleurs sculpteurs animaliers du XIXe siècle. Il sculpta plus de 150 œuvres. Il aimait raconter l'histoire de ses origines savoyardes, dont il était très fier. Aussi a-t-il légué au musée d'Annecy un exemplaire de chacune de ses œuvres. Il pourrait être intéressant un jour peut-être d'exposer quelques-unes de ses œuvres si elles sont toujours à Annecy. Ça nous rappelle un peu l'ambiance de vie du village. C'était pas simple. La vie était compliquée dans ces villages isolés. Et ils trouvaient des moyens de survivre. Et c'est vrai que beaucoup avaient plusieurs métiers. On ne pouvait pas vivre de l'élevage et de la terre. Donc ils avaient tous d'autres métiers. Les ruines d'un château mystérieux. Donc là, on voit la neige qui vient d'arriver, bien peu en avance. Et en haut du roc de Nambelay, on a un château, les ruines d'un château, et on a une vue magnifique sur les sources du lac, et sur Faverges, sur le Tamier, sur les Essérieux. Il y a une vue, vraiment, c'est de cette vue qu'est né ce château. C'est parce qu'il y avait cette vue qui lui permettait de surveiller le passage des Essérieux, parce qu'il était là surtout pour le passage des Essérieux, mais il permettait de voir qu'est-ce qui arrivait depuis le Tamier, qu'est-ce qui arrivait depuis ici, éventuellement, et même à quelques centaines de mètres de là, on pouvait même surveiller toute la vallée du Gine. Une maison forte très ancienne et perchée sur le rocher, c'était le fief de Montségur. Montségur en latin c'est Mons Segurus. Et il s'appelle aussi Montaigu. C'est pour ça que sur les cartes géographiques, on voit marqué Montaigu. Les deux noms ont existé. Montségurus, ça veut dire mont sûr. Et ça a donné Montségur. Mais on a aussi Mont Acutus en latin, qui est un mont aigu. Et dans les deux cas, c'est un sous-entendu, un mont imprenable. On ne pouvait pas déloger. Cette maison forte de Montségur, peu importante et peu utilisée, n'a pas laissé beaucoup de traces dans les mémoires, et il a fallu beaucoup de recherches pour en retracer l'histoire, en assemblant de multiples petites informations éparpillées. Le roc de Nambelay permet une surveillance de droit des Essérieux où passe la route venant de Faverges en direction de Serravat. Elle ne passait pas comme maintenant en bas de l'étroit, mais elle passait au-dessus par les côtes et comment t'appelles les villages qui sont au-dessus.
l'ancienne route. Les Les comtes par les comtes, et puis elle rejoignait Serrava directement par les Toulouse. Voilà. Et il menait aussi au château des nobles des Clés. Alors, les seigneurs des Clés habitent le village des Clés. Ces deux noms sont proches. En fait, les deux se complètent. C'est-à-dire que le Clé, ça vient de Clétis en latin, qui veut dire par ailleurs. Et les seigneurs des Clés, Clé, C-L-E-T, à l'époque, avaient probablement un péage au niveau de leur seigneurie, parce qu'il y avait un pont qui passait sur le Fier, et il est probable qu'ils faisaient payer le passage de ce pont et l'entretien de la route. Il servait, donc la route servait à surveiller, le château servait à surveiller cette route, et à peu de distance, on peut également, nous n'avons pas identifié les créateurs initiaux de ce fief, le fief de Montségur. Mais des actes proches des débuts existent, c'est ce qu'on va voir. Dans le bulletin des Amis de Vieux-Farberge, qui date de 1976, il y a un article sur les châteaux forts de la région qui a été écrit par M. Tissot et De Serres. Et c'est à partir de cet article qu'ont été faites toutes les brochures qui parlaient de l'histoire de la commune. Et ils évoquaient une date du IXe siècle, aux époques des invasions sarrasines, pour l'histoire du château. Et cette datation n'est pas crédible. Elle est vraiment trop ancienne. On a fait des études sur la façon dont étaient construits les châteaux dans la région. Et les châteaux les plus anciens, dans les châteaux de hauteur comme celui-là, remontent maximum au XIIIe siècle. Alors, eux, ils s'étaient basés plutôt sur le nom, Montségur, ça faisait parler des forteresses qu'il y avait dans le sud de la France et tout. Donc, ils avaient brodé autour de ça, mais c'était ils n'avaient pas d'éléments concrets sur cette datation. D'après notre étude, donc d'après le style et la position, donc on a dit que c'était probablement du XIIIe siècle, donc entre 1200 et 1300, mais la date exacte n'est pas connue. La maison forte aurait disparu après dans un incendie, un peu dans les légendes qui étaient propagées aussi. On parle d'un incendie un peu avant la construction de la chapelle. Et cette date est aussi probablement à revoir, parce qu'en fait, la maison forte a disparu bien avant. Elle était déjà en ruine bien avant la carte qu'on a vue tout à l'heure. Sur la carte, on voyait encore des murs, mais elle n'était plus habitée depuis probablement au moins 200 ans. Il y a aussi plusieurs légendes qui concernent ce lieu. On prétend qu'une habitante de la tour s'est jetée dans le vide lors d'un incendie, ou que le seigneur de Montségur aurait caché sous la tour un jeu de 12 quilles en or, et qu'il y aurait un souterrain qui passerait sous le hameau, sous la rivière La Chaise, pour revenir dans le hameau de Saint-Péret, dans le village de Saint-Péret. Donc tout ça, c'est des légendes, ça repose sur rien, il n'y a aucun texte d'époque qui en parle. Par contre, on a d'autres lieux où on trouve des quilles en or. Vous avez par exemple les ruines du château de la Châtelaine à Ardois dans le Jura, où il y a des quilles en or aussi qui seraient cachées. Vous avez les ruines du château de Paluau dans Vendée, le château de Chalut au centre. Donc on voit que ces légendes, c'est des modes. Et ça servait à expliquer l'inexplicable, c'est qu'on ne savait pas d'où ça venait, donc on trouvait des légendes, et puis on reprenait des légendes qui existaient ailleurs pour les propager. Donc on n'a retrouvé aucune trace de ces légendes dans les écrits. Voyons la réalité de cette histoire. Dans les actes connus, on parle de maison forte. Donc dans les premiers actes qu'on connaît, c'est vraiment une maison forte. Donc,
On retrouve dans le tracé que vous voyez ici, on retrouve le carré de la maison forte avec sa tour. Mais quand on va sur place et qu'on regarde les ruines, on voit quand même les traces de 2 autres tours et de quelques murs. Donc on pense qu'il y avait peut-être une sorte de... peut-être une étable ou une petite courette qui servait pour mettre les chevaux, on ne sait pas. Il n'y a pas eu de fouille réelle, hein, c'est juste constater les pierres et la forme des pierres qui sont autour du château. Et on voit qu'il y a des renforts aussi en dessous, il y a des murets de renforts. Et sur le plan qui date de 1689, on voit qu'il y avait quand même des tours, qu'il y avait des murs assez hauts. Et encore, à cette époque, il y avait encore une fenêtre qui était visible. Donc on dit que les pierres ont servi à la construction de la chapelle, mais on voit que sur ce plan qui date bien après la construction de la chapelle, ils n'ont pas pris toutes les pierres. Ils ont probablement pris une partie des pierres qui étaient tombées, mais il y avait encore beaucoup de pierres à cette époque-là. Donc on voit qu'il y a plusieurs noms, Montségur, Montsûr, Montaigu. Moi j'ai choisi Montségur parce que c'est celui qu'on retrouve le plus souvent. Mais il y a des tas de variantes dans tous les textes. Chaque texte, il y a une variante de nom. Les noms n'étaient pas très très fidèles à l'époque et on changeait facilement de nom d'un texte à l'autre. En 1100, donc ici on est dans la zone frontière entre, on va expliquer le pourquoi de cette maison forte, on est dans une zone frontière entre Savoie, Genevois et un tout petit peu plus loin, Faucigny. C'est des zones qui sont très disputées. À cette période, il y avait des guerres incessantes entre le Genevois et la Savoie, entre le Faucigny et la Savoie, et même le Beaufortin s'en mêlait parce que c'est des alliés du Faucigny et ils participaient aussi au combat. En 1132, lors de la fondation du Palier, le Genevois venait jusqu'en dessous du Palier. C'était la limite actuelle de la Haute-Savoie et de la Savoie, et c'était la limite du Genevois. Donc la zone où on est ici faisait partie du Genevois à cette époque. En 1196, Thomas de Savoie épouse Béatrice de Genève qui a pour dot la vallée des Clés, dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas très loin. Donc c'est Thomas de Savoie qui épouse une dame du Genevois, donc une princesse du Genevois, et c'est probablement à cette époque qu'ils ont fait des liens avec les gens des Clés. Les seigneurs des Clés ont leur fief au village des Clés, et c'était probablement, on a vu, un point de péage. Le même comte, en 1233, donna à Ugine son fils Boniface de Savoie. Donc on voit que petit à petit, la Savoie se rapproche et conquiert des terres de plus en plus proches dans le Genevois. Et on a un témoignage en 1255 de Aymon des Clés qui prête serment à cet archevêque. Donc le fils de Boniface de Savoie est devenu archevêque de Canterbury. Et pas n'importe quoi, c'était un des plus grands archevêques d'Angleterre. Et donc on voit que les Clés avaient aussi une maison forte dans le mandement d'Ugine. Ils en avaient une à Marlan, ils en avaient une, on va le voir, à Cons aussi, à Cons. En 1277, le comte Philippe de Savoie s'attache les seigneurs des Clés pour une possession de fief assignée à moitié sur la châtellenie d'Ugine et de Faverges, et limitée seulement par les réserves de fidélité des comtes de Genève. Donc c'était très entremêlé. C'est-à-dire que là, on a un comte de Savoie qui donne des concessions de fief à un seigneur qui est aussi un vassal du comte de Genève. Donc il était à la fois vassal du comte de Savoie et vassal du comte de Genève, et là il lui donne une seigneurie sur des terres qui étaient dans le Genevois. Donc c'est compliqué. C'était pas simple, il fallait suivre.
Les branches des Sires des Clés, en fait, il y a plusieurs branches des Sires des Clés. C'est-à-dire que cette famille, elle s'est divisée entre plusieurs branches, toutes seigneurs des Clés, et elle contrôlait une partie de la vallée de Thône, on disait à l'époque jusqu'au bord du lac d'Annecy, et elle prête hommage pour une maison forte à Cons au comte de Savoie. Ainsi, en 1279, Pierre de Josserand des Clés est mentionné comme homme libre du comte de Savoie. En 1315, il y a partage de la seigneurie des Clés entre Guillaume III, comte de Genève, et les nobles des Clés. Donc on pense que l'avancée de la Savoie dans le Genevois ne plaisait pas vraiment au comte de Genevois, et il y avait peut-être des doutes sur la fidélité, c'est ce qu'on en déduit, mais ce n'est pas une certitude, des doutes sur la fidélité des seigneurs des Clés, et il a décidé de fractionner la seigneurie en deux, en conservant lui-même un étant co-seigneur. Donc, il y avait 50% de la seigneurie des Clés qui appartenait directement au comte de Genève, et les 50% restants étaient partagés entre 3 familles des Clés. Donc il y avait 4 co-seigneurs, le comte et 3 seigneurs des Clés. Donc c'était déjà très compliqué. Dans un acte de 1316, le comte Guillaume III de Genève vend les droits qu'il détient sur la seigneurie de Faverges à son beau-père, le comte Abbé des Saints de Savoie. Donc on voit que les Savoies se rapprochent, ils viennent d'acquérir Faverges. Ils rentrent dans le Genevois. Faverges qui reste toujours dans le comté de Genevois, mais qui appartient désormais à la Savoie. Les guerres contre les Faucignerons et les Valaisans étaient aux portes du comté de Savoie, et le comte de Savoie trouvait un intérêt militaire dans la situation du château de Faverges, qui défendait la cluse des Vosges contre les Faucigny. Les Faucigny, leur frontière, c'était le Montarvin et les Aravis. Tout ce qui était côté Arly, c'était le Faucigny. Et ils faisaient la guerre pour des guerres de succession. C'est-à-dire qu'à un moment, le Faucigny appartenait à la Savoie, mais la fille, il y avait des clauses dans le mariage qui faisaient qu'à la mort de la princesse, les terres revenaient aux Faucigny. Et entre-temps, ils ont remarié à quelqu'un d'autre. Du coup, la Savoie a perdu le Faucigny. Et donc, il y a eu des guerres à cause de ça. En 1318, la seigneurie de Faverges obtient une charte de franchise de la part du comte de Savoie et un féodé au comte de Genève. Devant Nantes, un lieu stratégique frontière entre le comté de Genève et le comté de Savoie. Donc là, on va rentrer réellement dans la partie qui nous intéresse, c'est la châtellenie du seigneur, la seigneurie de Montségur. Donc en 1324, noble Albert des Clés, après la trêve de Gentilly, c'est une trêve qui était entre le Genevois, la Savoie et Faucigny. Après cette trêve, le noble des Clés, un des familles des Clés, a acquis le fief de Montségur en convention avec le comte de Genève. Donc là, on sait, en 1324, que la seigneurie existait et appartenait au seigneur des Clés. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant. En fait, ces concessions qu'on voit, ce sont des actes. On en a une ici qui est un peu plus tardive, mais qui date de 1384. Ce sont des actes qu'on fait régulièrement pour renouveler la concession. C'est-à-dire que les seigneuries appartiennent pas en propre au seigneur, elles sont confiées au seigneur par le comte. Donc, comte de Genève, comte de Savoie, suivant le cas. Et donc, ces comtes confient les seigneuries et tous les 5 ou 10 ans, il y a un acte nouveau qui est refait. Donc, quand on sait qu'en 1324, la seigneurie existe, on sait seulement qu'il y a eu un renouvellement en 1324, mais on ne sait pas depuis quand elle existe.
suppose que c'est à la fin de peut-être un demi-siècle avant, pas plus, hein, c'est dans cette période où elle a été construite. En 1325, les gens du comte de Genève incendient Marlan. Donc les gens du comte de Genève ont mis l'incendie sur Marlan. Et en 1334, les hommes de Genève exercent leur juridiction sur Marlan. Donc, ils venaient de perdre Faverges et Marlan était à Faverges et il y avait des litiges. On ne savait pas trop où les frontières étaient, c'était pas très clair. Et donc, le châtelain d'Ugine détacha, qui faisait partie de la Savoie, qui appartenait aux Savoie, détacha des hommes pour les contrer. Et il y a eu une enquête en 1338 pour délimiter les limites entre les châtellenies d'Ugine et de Thônes-Val-des-Clés. Donc à ce moment-là, on a fait toute une bordure de... On a délimité et mis sur papier les frontières. Pendant cette trêve et pendant ces problèmes qu'il y a eu, il fallait faire bonne garde. Le châtelain de Tournon, qui était en Savoie, avait reçu mission de surveiller les différents points par où les Dauphinois et Faucignorants pouvaient s'infiltrer dans le comté. 4, 5 et parfois 6 hommes gardaient le col de Saint-Péret. On suppose qu'il parlait du château de Montségur. Vous voyez, c'était pas des milliers d'hommes, hein, quand ils gardaient, c'était une poignée de soldats qui étaient là. En 1329, Amédée III de Genève, seigneur de Faverges, prête hommage au nouveau comte Aymon de Savoie. Donc là, on a le comte de Genève qui prête hommage au comte de Savoie, donc il reconnaît que la Savoie est vassal du comte de Savoie. Le tracé de la frontière entre les deux comtés est disputé et déplacé. La frontière entre le Genevois et la Savoie passait à l'époque par Marlan. Et là, la limite est fixée désormais entre les villages de Mercier et de Saint-Gingolf. Saint-Gingolf, c'est Gué. Donc on voit qu'on a déplacé la frontière qui se trouvait à Marlan après Faverges. Faverges est devenu Savoie quelque part. Pour supprimer les contestations sources de conflit, les deux comtes sont procédés par les experts à la délimitation des deux comtés. Donc on voit là aussi qu'ils ont délimité les comtés parce qu'il y avait des discussions et des guerres incessantes. À la même période, donc les Faucigny faisaient la guerre aux Savoie et le Genevois était allié aux Faucigny. Et entre 1320 et 1335, il y a eu des tas d'attaques contre Faverges, Ugine, Tournon, Montmélian, et ça a mené à la destruction du château de Chevron. Ce n'est pas le château de Chevron que vous connaissez, c'est l'ancien château de Chevron qui s'appelle Château Vieux, qui se trouve au-dessus de l'Albertville actuelle. Il y a une petite colline juste au-dessus de l'Albertville, et c'est Château Vieux, et c'est ce château qui a été détruit en 1335, qui appartenait à la famille des Chevrons, c'était leur seigneurie, c'est là qu'ils étaient. Et par la suite, ils ont reconstruit le château que vous connaissez actuellement. En 1346 et 1348, on apprend que Guillaume des Clés est châtelain de Faverges, pendant 2 ans. Et là, les guerres vont s'arrêter parce qu'en 1355, le Faucigny redevient savoyard. Entre-temps, le Faucigny était devenu dauphinois parce qu'il avait été vendu, tout le dauphinois avait été vendu à la France, à des seigneurs français. Et donc, le Faucigny était devenu dauphinois. Et donc les guerres qui se faisaient contre le Faucigny se sont faites contre les Dauphinois. Et à la fin, il y a quand même eu une paix qui s'est signée entre la France, entre le roi de France et le comte de Savoie, ou duc de Savoie, je crois. Et donc là, on voit que Faucigny est redevenu savoyard. Donc ça crée la paix, parce qu'il n'y avait plus de guerre.
contre le Faucigny. Et très peu de temps après, en 1401, le comté de Genève est racheté par le comte de Savoie. Pareil, il y a le comte de Genève, il y a eu des héritages différents et il a fini par être vendu au comte de Savoie. Il y avait quand même des gens qui n'étaient pas d'accord. Il y avait Blanche de Genève, qui se croyait héritière du comté de Genève, et qui a contesté entre 1401 et 1406 et qui a résisté. Pendant 5 années, elle a contesté l'acquisition du jeune roi. Mais là, à partir de là, il n'y a plus de guerre en Faucigny, il n'y a plus de guerre contre Genève. Donc notre château n'a plus vraiment de raison d'être. Parce que sa raison d'être, c'était de surveiller la frontière et de surveiller le passage entre Thônes et Faverges. Et là, on a un acte, c'est un acte de 1384, et on parle bien de la seigneurie de Montségur, et on parle d'une maison forte. Alors, on a fait traduire, c'est un acte en latin du Moyen-Âge, même un latiniste chevronné est incapable de le lire, c'est le SMS de l'époque. Ils écrivaient le latin en mots réduits, et donc on l'a fait traduire par des spécialistes, et en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est une concession ça parle juste, ça donne aucune information sur la seigneurie, sur son rôle ou sur ce qu'elle était, ça ne parle que des droits du seigneur par rapport en tant que vassal et ce qu'il doit, ses responsabilités vis-à-vis de son seigneur et du comte ou de la personne qui lui a conseillé cette information, ce seigneur, cette seigneurie. D'ailleurs, en 1407, on voit qu'en 1401, il n'y avait probablement plus de raison d'être de cette seigneurie. Et on voit qu'il y a un acte qui évoque la seigneurie, qui dit « Sur ce rocher se trouve de vieilles masures, reste, dit-on, de l'ancien manoir de Montaigu ou de Montségur. » Donc on voit que c'était déjà des ruines en 1407. Donc on se doute que 200 ans après, il n'est plus en rester grand-chose. Mais c'est le cas pour toutes les maisons fortes qui étaient un peu en dehors des villages, qui n'avaient plus de raison d'être du fait de la guerre. La plupart ont été délaissées à cette période. Ce n'est pas la fin de la seigneurie, parce qu'en fait, même après les ruines, vous avez peut-être du mal à lire, hein. On voit la grande signature marquée des clés et la date 27 janvier 1417. C'est des actes qui ont été retrouvés à Turin, qui enregistraient des actes anciens. C'est-à-dire qu'ils avaient retrouvé tous les actes anciens et les avaient réunis sur un même document. Et là, c'est un acte de 1417, le même genre d'acte que celui qu'on a vu tout à l'heure, qui était une concession de seigneurie entre les seigneurs des Clés et là la famille de Savoie. Et il fait référence, dans chaque acte, ils font la liste de toutes leurs seigneuries, et dans la liste des seigneuries des seigneurs des Clés, il y a Montségur. Seuls les droits féodaux sur les terres de fief restent actifs après la ruine et permettent la continuité du nom de la seigneurie, jusqu'à la Révolution. Donc même quand il n'y a plus de château, la seigneurie continue à exister. Et il y a des droits qui sont perçus, des droits sur les paysans, des droits sur toutes sortes de droits, et puis les droits padelots, ça peut être des fours, ça peut être des moulins, ça peut être des tas de choses. Donc les droits continuent à être perçus par les seigneurs. On a des traces comme par exemple la seigneurie de Montségur a été achetée par le baron Brunillet de Faverges en 1573 et 1597, ainsi que la paroisse de Saint-Péréan dans son entier. Donc il a acheté à la fois Montségur et la paroisse de Saint-Péréan. Et dans un acte, on voit juste avant la cession à la France, on a un acte de 1758-1760
où on trouve encore le titre de co-seigneur. Alors là, c'est écrit Monseigne, une variante encore du nom. Là, on arrive à la fin des servitudes féodales. Non, c'est pas encore la section, là, on ne pas. Donc, la fin des servitudes féodales en Savoie date donc, par des édits du 20 janvier 1762 et du 2 mars 1763. Le roi Charles-Emmanuel III de Savoie affranchit son peuple des servitudes féodales personnelles telles que taille, corvée, charge, hommage, prestations, tribut. Il restait encore à décréter l'extinction générale des fiefs, dont relevaient les biens de la maison de Savoie. En fait, ces extinctions, on a un autre témoignage aussi qui nous parle justement, on a noble François Théophile Sébastien de Chevron, baron de Villette et seigneur de Vire, qui a franchi en 1790 les communautés de Marlon et de Saint-Pérolle et tous les particuliers possédant des biens dans le territoire. En fait, ces cessions, ils ne leur donnent pas gratuitement le quitus des dettes, ils leur vendent. C'est-à-dire que les seigneurs vendent aux communes, et les communes sont obligées de s'endetter pour payer pendant des années l'achat de la seigneurie, l'achat des charges. Mais pour elles, c'est la fin de ces charges. La mine de cuivre. Donc, sur le territoire, on a aussi une mine de cuivre qui a été un peu oubliée. Il faut dire qu'elle a servi il y a très longtemps. Et là, sur l'image, vous voyez un cercle rouge qui indique où se trouve la mine. Alors, ce gisement a sûrement été utilisé du XVIe au XVIIIe siècle, mais c'était une mine qui était peu productive. On trouve des traces, des infos. En 1806, par exemple, il y a Albanus Beaumont qui visitait le Genevois qui donne un témoignage sur cette mine. Et on a aussi d'autres. Donc on nous dit que c'était du cuivre, c'était de la pierre de cuivre. On peut voir ici l'entrée de la mine, le début de la mine. C'est une photo, pour descendre à cette mine, c'est déconseillé à tout le monde, il ne faut surtout pas y aller. Parce qu'en fait, il faut s'encorder, il y a des pierres qui tombent en permanence, vous pouvez avoir des pierres qui vous tombent dessus, c'est juste en dessous de la falaise, donc, vous imaginez. Et donc, ils ont creusé directement dans la falaise. On voit ici, c'est pas une mine en profondeur, hein. C'est pas une mine qui s'enfonce. Elle est en bordure, ils ont raclé la roche en bordure en suivant les filons. Alors, d'après les infos qu'on a, le cuivre était travaillé à Arcier, actuellement Arcier qui anciennement s'appelait Russier. Et il y a eu apparemment une catastrophe en 1812 dans ce secteur-là, donc sur Saint-Péréol, le long de... Et on pense que c'est à cette époque-là que les noms ont changé, que le nom de Roussier est devenu Arcier. Il y a plusieurs moulins qui servaient pour justement le traitement du cuivre qui ont été complètement détruits par cette avalanche de pierre. Là, on peut voir ce que c'est que du cuivre dans ce type de roche. Cette pierre ne vient pas de la mine. D'ailleurs, quand on va sur la mine, on ne trouve plus du tout de cuivre actuellement. Mais ça vous donne une idée de ce que c'était à l'époque. Là, on est dans la partie finale de la mine. Donc, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait une petite cavité à la fin. Et après, il y a un grand égouli. Et à la fin de l'égouli, ça redescend. Et on arrive sur la partie qu'on voit en photo ici. Pour vous donner une échelle, vous avez Christophe Aturion qui est parmi nous, et le guide qui m'a amené dans la ville. Et
on a été obligé de s'encorder pour les cérémonies. On voit sa photo ici. Vous voyez, c'est lui là. Ça vous donne une idée de l'échelle. C'est une photo qui a été prise par drone et de l'extérieur. Et on voit là des cavités. Donc il y a des cavités qui remontent le long des failles. Et elles ne sont pas très grandes, avec des fenêtres qui ressortent. Alors, il y a des gens qui ont essayé au début du 19e siècle de rechercher du cuivre, mais ils n'ont rien trouvé. Donc la pierre Margéria. Sur le plan, sur l'ancien plan de 1689, on a un certain nombre de bornes qui sont indiquées. Vous avez ici la pierre Margéria. Vous avez ici une vieille borne arrachée qui est marquée avec une croix. Et vous avez des petites bornes. Ces bornes-là, on pense que c'est les bornes qui marquent la frontière entre les deux paroisses. Mais celles-là, on les a cherchées, pour l'instant, on ne les a pas trouvées. Pourtant, vu la taille par rapport aux maisons, je pense que c'était un gros rocher. Et on les cherche encore. Et il y a eu quand même une histoire autour de cette... Alors, margérien, ça vient d'un mot allemand du latin margot. C'est inspiré du latin margot. Ça a donné marche, ça a donné marge. Et donc, c'est des frontières, c'est des limites. Il y a plusieurs pierres margériens en Savoie. Il y a une montagne margérien qui est connue, aux Ayons. Vous avez une pierre margérien qui sépare Verrier et Ancilieux, mais là qui est un rocher énorme, hein, très grand. Et vous avez aussi une pierre entre l'Aclusat et le Mont-Dormant qui s'appelle la pierre marquée et qui est aussi une pierre margérienne. Dans un livre sur l'Atlas toponymique de 2004, il est précisé qu'à l'extrémité sud de la chaîne des Aravis, la pierre margéria, donc celle qui nous intéresse, pourrait être, avec le hameau de Termezay à Marlan, des marqueurs d'une partie sud des Aravis, de la limite entre les territoires Ceutron et Allobroge. C'est une hypothèse qu'ils disent, mais on cherche toujours la frontière entre les Ceutron et les Allobroges. On la connaît plus haut, parce qu'il y a des vraies bornes qui sont indiquées, mais dans cette partie-là, jusqu'à Berlin, on ne connaît pas exactement la frontière. Et on pense qu'elle pourrait peut-être être passée par ici. C'est pour ça qu'on cherchait cette pierre et qu'on la cherche toujours. On espère qu'elle existe toujours, mais on ne l'a pas trouvée. Un petit sujet pour finir, pour ma part. Après, il y a Didier, mais il est moins là. Heureusement pour vous. Les pierres tumulaires. Alors, on a parlé de pierres tumulaires. C'est des pierres qui se trouvaient dans le prieuré de Vioux, au niveau du cimetière. Et ces pierres ont été vues en 1806. Et elles ont après été déménagées entre 1806 et 1850. Elles ont été emportées pour construire la chapelle de Colmire, près d'Annecy, à l'entrée d'Annecy, à la Puire. Et donc, cette chapelle a été construite avec des matériaux anciens, rapportés d'un peu partout. Il y en a qui venaient du Tamier, de Taloir, du prieuré de Vioux, de Dingy-Saint-Clair. Et pour Vioux, ils ont pris ces deux pierres tumulaires. Qu'est-ce que c'est que les pierres tumulaires? En fait, ce sont deux tombes. Et c'est des tombes, voilà, je vais vous lire une description. Deux pierres tumulaires prises dans le prieuré de Vioux portent des guerriers du Moyen-Âge armés de toutes pièces et entourés de devises. Ces tombeaux seraient ceux des sires de Montaigu. Donc on parle de notre seigneurie. Bien sûr, c'est un journaliste de l'époque qui a probablement un peu brodé. On n'est pas sûr du tout que ces pierres fassent référence à des seigneurs du château de Montaigu. Mais on cherche ces pierres aussi. Et donc elles ont disparu une fois qu'elles ont été installées à Colmire. Et ce journaliste témoigne
Il a été sur place pour les voir, et il dit « Mais tous nous sommes maris, et tous nous regrettons que cette pierre soit à moitié cachée sous une couche de plâtre. » C'est un peu similaire, on a eu du mal à interpréter cette phrase, mais il nous dit qu'en fait, il ne les a pas réellement vues, et qu'elles étaient là, cachées sous du plâtre. Et donc, il y a eu toute une enquête qui a été menée, et il y a même dans un livre, ils ont interrogé les anciens prêtres, les anciens propriétaires de Colmire, parce qu'elle a été rachetée plusieurs fois, elle a appartenu à un hôtel. Et en fait, personne ne les avait vus, sauf le prêtre de Faverges qui disait qu'il les avait vus, mais bien longtemps avant qu'il sache qu'elles existent, donc c'était un peu bizarre. Parce que son témoignage était un peu curieux. Et moi, je pense, c'est une hypothèse. Moi, je pense qu'en fait, elles sont peut-être enfouies ici, sous les gravats qui restent de Roblet, qui sont devant la chapelle. Parce que les témoignages laissent entendre qu'elles étaient probablement à l'extérieur, et il faudrait faire un sondage dans ces gravats pour essayer de voir si elles sont toujours là. C'est une hypothèse. Je vais passer la main à Didier, avec un peu de retard, qui va aborder d'autres sujets sur le Mont-Pelé, mais beaucoup plus courts. Oui, alors effectivement, je vais essayer de faire court. Donc moi je vais revenir à une période un petit peu plus récente, puisque je reviens à la Deuxième Guerre mondiale, pour parler d'un événement qui s'est déroulé donc, à Saint-Ferréol, donc sur pas loin du hameau de Montbellet. À l'époque, donc 7 maquisards en fait avaient établi leur quartier général en quelque sorte au Bhoutan. Donc le Bhoutan, c'est, je vous l'ai situé pour ceux qui voient, le Bhoutan c'est ici. Donc ça veut dire que quand vous venez du parking du Pylône et que vous descendez en direction Montbellet, à un moment il faut bifurquer sur la droite et continuer à descendre donc dans les bois. Et donc à l'époque, il y avait un chalet, dans lequel les maquisards s'étaient installés. Alors il faut savoir, dans le contexte, pour préciser un petit peu le contexte, après la signature de l'armistice, donc en 1940, donc les militaires français avaient été démobilisés. Pour beaucoup, en fait, devaient être affectés dans les armées allemandes. Donc certains, en fait, ne voulaient pas partir vers l'ennemi, donc ont décidé, en fait, de rentrer dans la clandestinité. Il y a un deuxième facteur qui a joué par la suite, c'est en fait la mise en place du service du travail obligatoire, donc le STO, qui a aussi mis dans la clandestinité beaucoup de jeunes. Et en fait, ça a permis de commencer à structurer en fait la résistance, donc la résistance dans notre département, en Savoie, et 2 mouvements de résistants ont émergé. Donc le premier qui était l'armée secrète, donc qui était plutôt, je dirais, attaché à De Gaulle, et un deuxième groupe, et ce qu'on appelle les francs-tireurs et partisans. En fait, cette unité qui avait été créée par le Parti communiste en 1942, et donc les 7 maquisards qui étaient réfugiés au Bhoutan, en fait, dont le nom apparaît ici, faisaient partie d'IFTP. Alors, en début de l'année 1944, il faut savoir c'est que la résistance prenait de plus en plus d'importance dans le département, notamment par des actions qui avaient de plus en plus de succès. Et donc, Vichy, pour remettre un peu d'ordre, a désigné donc l'intendant Lelon, qui était intendant de police, et qui était rattaché donc à Vichy, et qui a été nommé par Vichy pour remettre de l'ordre dans le département. Et donc contrer en fait la résistance qui se mettait en place. Et donc, en début de l'année 1944, Lelon a mis le département ce qu'on appelle l'état de siège, c'est-à-dire qu'en fait, il a carrément isolé le département des autres départements
interdisant toute communication, toute circulation, etc. Et a commencé à faire la chasse en maquisard. Donc, ce qui s'est passé, c'est que début février 1944, la milice a encerclé Saint-Féréol. Alors, pour ceux qui étaient à l'époque, qui s'en souviennent, j'ai eu quelques témoignages là-dessus. A encerclé Saint-Féréol, a commencé à parcourir l'ensemble des hameaux de Saint-Féréol pour avoir des informations et savoir si il y avait des maquisards qui étaient cachés dans la commune. Donc ça, c'était entre le 2 et le 4 février. Alors, il faut savoir que ça faisait partie d'une opération conjointe, parce qu'il y a eu la même opération sur Marlan, la même opération sur Faber. Le 10 février 1944, donc très tôt le matin, puisque c'était quasiment en milieu de nuit, la milice, avec l'assistance des GMR, alors les GMR c'était les groupes mobiles de réserve, donc c'était une police qui avait été créée par Vichy, justement pour remettre de l'ordre, et donc la milice, aidée par les GMR, en fait, sont allés sur Nambélé, puisqu'ils avaient identifié que là-bas, il y avait donc des maquisards. Alors, identifier comment, on ne sait pas, probablement sur dénonciation, à un moment ou à un autre, mais on n'a pas trop d'informations de ce côté-là. Donc en fait, ils ont été délogés, les maquisards, ils les ont capturés. Ils ont été momentanément parqués dans la maison, donc ce que j'appelle moi la maison d'Arachin à Nambélé. Donc c'est la dernière maison du hameau quand on va vers le Roc. Et ensuite, après avoir été rassemblés, ils les ont ramenés au Boutin. Ici, ils leur ont commencé à leur demander de creuser leur tombe. Donc en fait, ils se voyaient perdus. Il y a eu un contrat. Et par la suite, ils ont été descendus sur Saint-Féréol. Alors ils ont fait une halte au Café Prud'homme. Alors le témoignage qui m'a été dit, c'est qu'ils avaient été attachés. Alors je ne sais pas si vous voyez le Café Prud'homme, mais il y a un poteau devant. Ils auraient été attachés à ce poteau. Ils auraient fait une halte ici. Ensuite, ils ont été transférés à la soirée. Bon, là, on leur a donné un peu de nourriture, avant d'être transférés sur Annecy, donc au siège de la milice, pour être interrogés. Après, ils ont été internés à Lyon. Donc, d'Annecy, ils ont été transférés à Lyon, avant, en juin 1944, d'être transférés au camp de Dachau. À partir de là, ils ont été répartis dans différents camps de commandos. Ce qu'on appelait des camps de commandos, c'était des camps de travail, qui étaient rattachés au camp de concentration. En 1945, donc, ils ont été libérés, mais par contre, deux d'entre eux ne sont pas revenus, c'est Marcel Pache et Marcel Anquimo, qui sont morts tous les deux donc, en camp de concentration, et d'ailleurs Marcel Anquimo, en fait, lui, est mort le jour de ses 20 ans. On peut vous dire. Donc, alors il faut savoir que bon, cet événement fera l'objet l'année prochaine, donc à la date anniversaire pour les 80 ans, le 10 février donc, 2024, d'une cérémonie de commémoration donc, à Nambélé avec la pose d'une plaque. Donc c'était aussi pour vous informer qu'il y aura une cérémonie. Alors là j'ai fait rapidement parce qu'on avait un petit peu débordé sur la conférence. Il faut savoir c'est que vous aurez plus d'informations dans le bulletin municipal de Saint-Féréol, puisque j'ai fait un article plus détaillé, qui reprécise l'ensemble, en fait, qui reprécise un petit peu plus les conditions dans lesquelles sont déroulées donc, ces opérations, et notamment avec quelques témoignages d'habitants de Saint-Féréol. Voilà. Donc ça, c'est un point. Le dernier point que je voulais voir avec vous et évoquer, c'est en fait l'école de Nambélé. Donc il faut savoir, c'est que, je vais juste replacer le contexte. Alors j'ai mis une photo, c'est pas du tout Nambélé, ici. Bon, elle est relativement ancienne, elle date de janvier 1901. En fait, c'est la chaîne à l'endroit du passage du pont du Bosson. Donc à l'époque, le pont du Bosson n'existait pas, puisqu'il a été construit en 1905. Mais en 1901, ici, en 1901, voilà un peu l'état de la chaise. Donc on voit qu'elle était relativement large. Et on distingue une petite chose là, au fond, mais encore,
en fait, qui était une passerelle provisoire qui avait été construite quelques années auparavant pour pouvoir traverser en fait le lit de la Chèvre. Bon, pour voir un peu où se situait cette passerelle, si vous allez vous promener vers le pont du Bosson et prendre le sentier qui rejoint la zone industrielle, en passant par derrière, vous verrez une espèce de gros bloc, presque au départ du sentier, vous verrez une espèce de gros bloc. En fait, c'est une des culées de cette passerelle. L'autre culée a disparu, puisqu'en fait, le lit de la chaise avait été remanié par la suite, et elle a disparu. Alors, pourquoi j'ai mis cette photo-là? Parce qu'en fait, à l'origine, les enfants de Nambélé descendaient au chef-lieu pour aller à l'école. Il faut savoir, c'est que, mis à part les quelques années où il y a eu la passerelle provisoire, avant, il fallait traverser la Gaye. Donc, vous imaginez ce que ça représentait pour les enfants, hein, de les laisser descendre à Gaye, sachant qu'ils faisaient ça le matin et le soir, voire des fois à midi, parce qu'en fait, ils ne mangeaient pas forcément en bas. Hein? Donc, ils avaient des conditions quand même qui étaient loin de celles qu'on a maintenant. Et donc, en 1866, le préfet, en fait, a demandé à ce qu'une école soit créée pour accueillir les enfants de Nambélé, mais aussi accueillir les enfants de la côte de Marlan. Donc, en fait, il fallait mettre d'accord les deux communes, à la fois Saint-Féréol et Marlan, pour la construction, enfin tout du moins pour la mise en place d'une école. Alors, c'était un petit peu périlleux, mais en 1868, ils ont réussi à avoir un montage financier avec l'aide de la préfecture pour pouvoir mettre un instituteur en fait à la côte de Marlan, louer un local à la côte de Marlan, et ainsi pouvoir assurer l'école aux élèves, donc à la fois de Nambélé et de la côte de Marlan. Alors ça a duré 3 ans, jusqu'en 1871, où là, les ressources financières se sont taries, et ça a été une véritable bataille qui a été menée, notamment beaucoup par Marlan, pour pouvoir retrouver les subsides, pour pouvoir maintenir l'activité de l'école là-bas. Après, à partir de 1880 environ, il a été envisagé de construire une nouvelle école. Donc, le projet il a traîné quand même pendant pas mal de temps, c'est-à-dire entre 1880 jusqu'à ce qu'il décide de construire l'école en 1903. D'accord? Bon, entre-temps, c'était des locaux provisoires qui étaient loués à différents propriétaires de la côte de Marlan pour assurer l'école. Mais par contre, en 1903, donc, l'école a été construite et en fait a été inaugurée en 1908. Donc on la voit ici en photo, l'école. Alors il faut savoir que ce sont des photos qui datent de 1955. D'accord? Donc on voit l'école telle qu'elle a été construite par la suite et qui existe encore d'ailleurs. Hein, si vous allez à la côte de Marlan, elle se reconnaît très bien, elle existe encore. J'ai voulu illustrer un petit peu ça par la classe. Donc voilà la classe en 1955. Donc c'est pas le confort moderne que l'on a maintenant dans les classes, hein, c'est-à-dire avec le poêle, avec les anciens bureaux, etc. Et vous avez donc une photo de la classe de 1955. Voilà. Donc je vais vous parler, en fait, c'était pour mettre un peu l'accent sur le fait que la vie n'était pas forcément facile pour les gamins d'époque, sachant qu'en plus, en fait, ils n'allaient à l'école que l'hiver, puisque l'été, ils étaient utilisés pour les travaux des champs. Donc la vie n'était pas forcément facile, était loin d'être celle qu'ils ont maintenant. Voilà. Bon, j'ai essayé de faire bref, donc j'en ai fini. Voilà. Rajouter une chose, on a parlé des incendies à partir de 1870. Donc, jusqu'en 1870, le village était assez peuplé. Et à partir de 1870, dès qu'il y a eu l'incendie, petit à petit ça s'est dépeuplé, mais c'est pas spécifique à Nambélé, c'est dans toute la Savoie. À partir du moment où la Savoie était attachée à la France, il y a beaucoup de gens qui ont émigré, qui sont partis et trouvé une meilleure vie ailleurs. Et donc petit à petit, c'était plus vivable là-haut. Donc les gens, il n'y a plus que quelques maisons qui sont habitées, toutes les fermes ont été abandonnées, celles qui étaient isolées, et on voit que c'était difficile de vivre. Voilà, un bon retour dans le passé, une longue histoire, difficile à digérer quand même. Je pense qu'avec la petite plaquette, vous aurez beaucoup plus de renseignements. À tête reposée, ce sera peut-être beaucoup plus facile.
Par contre, je voudrais souligner le fait de dire que sur les villages abandonnés, il y a une petite étude qui est sortie maintenant dans les cahiers, pas dans les cahiers d'histoire, dans l'histoire en Savoie, sur les villages abandonnés de Maurienne. Et effectivement, il y a beaucoup de villages qui ont été abandonnés, voilà, donc au cours des âges. Alors, sans aller bien loin, il suffit de regarder sur le secteur. Quand on monte en dessus de Blaise, donc là on est sur Faverges, on arrive au petit hameau de Saint-Ruf, et au-dessus on retrouve beaucoup de maisons abandonnées, etc., donc qui sont perdues dans la forêt. Voilà, c'était simplement, je ne vais pas continuer la causerie. Pour rebondir, juste pour ceux qui se promènent dans Saint-Féréol, il y a énormément de hameaux abandonnés à Saint-Féréol, notamment dans le haut de Saint-Féréol. Personnellement, j'ai repris les anciens cadastres, je suis allé faire le tour et je suis allé les photographier, mais il y a un nombre de ruines assez impressionnant, les ruines en fait sont maintenant dans la forêt, quoi. Mais à l'époque, en fait, il y avait très peu de forêt, c'était des alpages, et en fait, il y avait des habitants. Bon, les habitants sont progressivement redescendus, et on le voit très bien dans la démographie de Saint-Féréol, c'est que tous les hameaux, en fait, ont baissé en démographie. Donc que ce soit les hameaux qui sont côté Arclausan ou que ce soit les hameaux sur Nambélé, la démographie a très fortement baissé, alors que la démographie de Saint-Féréol, le chef-lieu, alors dans le chef-lieu, je mets le chef-lieu et la Douille, en fait, a monté. Donc il y a eu un transfert de population. Voilà. Eh bien, merci à tous. Là, je vais peut-être passer la parole à quelqu'un qui est dans la salle, qui s'appelle Michel Durel. Je l'ai aperçu tout à l'heure, il est où? Oui. Peut-il se montrer? Ah, il est là. Oui. Pourquoi? Présenter un petit peu l'ouvrage qui devrait sortir. Merci. C'était pas prévu. Il passe la parole, il y a aussi ce qui est passé. Stéphane. Bien par là aussi. Oui, ça fait à peu près 20 ans qu'on a commencé avec les amis vieux à travailler sur les éphémérides. Donc vous savez, les éphémérides, on prend une journée bien précise, on trouve un document, on explique ce qui s'est passé le jour-là. On ne peut pas de commentaire dessus, donc c'est ce qu'on a essayé de faire, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus avec tout un groupe des individus, et avec Stéphane depuis quoi, 3-4 ans, hein? 3 ans. Oui, on y passe nos jours et nos nuits presque. Et puis on s'en fait arrêter, parce qu'on en trouve encore tous les jours. Hein, on s'est arrêté il y a déjà 2 mois. Et le livre devrait sortir sous l'égide des Amis du Faverges au mois de décembre, normalement. Tout va bien. Hein,